Bon, au départ, il a fait un bilan, on va dire, de la saison. Alors déjà, il a dit que c'était une saison très longue pour lui, avec la Coupe du Monde, c'est quand même une saison très particulière. Il voit trois moments clés dans la saison. Première partie de la saison avant la Coupe du Monde, où il est d'ailleurs très content de sa première partie de saison. D'ailleurs, il met en avant que c'était grâce au style de jeu de Tudor qu'on a pu avoir les résultats qu'on a eus. Il aurait signé pour le classement qu'on avait au moment de la Coupe du Monde. Il parle avec des champions, il pense que ça nous a fait grandir. Il est satisfait du parcours, mais il ne trouve pas acceptable le fait qu'on ait perdu l'Europa League à la toute fin, en prenant ce but à la fin. Voilà. Après la Coupe du Monde, il fait un constat où pour lui, c'est juste après la Coupe du Monde, pour lui, c'est le meilleur moment de la saison, même s'il trouve qu'on n'était pas brillant dans l'animation offensive. Il met en avant un deuxième moment clé dans la saison, c'est la semaine du match de PSG en championnat et avec le match d'Annecy en coupe. Donc pour lui, c'est un tournant complet. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a eu une perte d'humilité après le match de coupe en France, le match du PSG en coupe. D'ailleurs, il parle de perte d'humilité, lui le premier d'ailleurs. Voilà, il se met dedans dans tout ça. Et le troisième moment clé pour lui, c'est la défaite à Lens, où l'équipe a sombré, même si pour lui, ce n'est pas acceptable le dernier mois. Euh, Notamment les matchs de Brest-Ajaccio, c'est intolérable. Et que d'ailleurs, cette fin de saison aura des conséquences. Pour lui, ça change la vision du bilan de la saison pour les joueurs. Et il a bien insisté sur le match de Brest. Se planter à ce point contre Brest, c'est ne pas avoir de respect pour l'institution et soi-même. Voilà. Et il parlait à ce moment-là vraiment des joueurs, à quel point ils ont vraiment flanché sur ce match contre Brest, avec évidemment tout ce qu'on sait, tout ce qu'il y avait au niveau des festivités. Donc voilà en fait le bilan qu'il a fait de la saison. Non, mais c'est totalement lucide, j'ai envie de dire, comme bilan. Et franchement, je suis content qu'il ait bien souligné le match de Brest, parce que c'est Ouais. peut-être celui que j'ai presque le plus mal vécu de la saison, honnêtement. Après tout ce qui s'était passé, après les festivités, etc., les anciens qui étaient là, c'est la honte en fait, le match face à Brest. Annecy, c'est la honte, évidemment, absolue, mais ce match face à Brest, il est très très rude, hein. Non, franchement, non, c'est une très bonne analyse, je trouve, de la saison de Longoria, et je suis content qu'il reste lucide dans ces moments-là pour tirer le bilan de la saison. Pas grand-chose à redire moi personnellement sur le bilan. Je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'il a dit. Voilà. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Par Bon, contre, je le trouve très fort dans le constat. Après, je sais pas si il est vraiment allé voir les joueurs pour les savonner, tu vois, ça on ne sait pas. Bon, il a gardé Euh, ça pour lui, je pense. ouais, mais voilà, j'espère que tu vois, il a eu cette poigne parce que voilà, il s'est pas caché hein, dans cette présentation. mhm. Donc voilà, j'espère que derrière, voilà, il est allé un peu les secouer aussi, quoi. Après, on va en parler après, mais je pense qu'il a aussi laissé ce rôle à Tudor. Voilà. D'ailleurs, il a plus ou moins dit d'ailleurs dans la suite de la conférence de presse. Mhm. Ensuite, il a été interrogé sur le projet, donc le projet Olympique de Marseille, etc. Donc pour lui, il faut quand même totalement oublier le dernier mois. Voilà. Pour lui, on reste dans une situation positive. Stabilité financière, comme on avait dit déjà à plusieurs émissions, et sportive depuis 2 ans. Un grand succès, notamment au niveau de la billetterie. Il est très content de, Ouais. de ça. Et pour lui, Top. son ambition, parce qu'on l'a un peu interrogé sur l'ambition, c'est, en gros, j'ai synthétisé, mais le jour où Paris se plante, on doit être là pour gagner. Voilà. C'est ça, je pense, aujourd'hui, l'ambition qu'il va mettre dans l'équipe dans la saison prochaine, à partir de la saison prochaine. C'est le jour où Paris se plante au niveau du championnat, hein, évidemment. Ça Il doit faut être qu'on pour soit là nous. pour. Ça doit être pour nous. Voilà. Mhm. C'est son ambition aujourd'hui, c'est ce qu'il a. J'ai synthétisé, mais en gros, c'est son idée. Et je Ok. pense qu'on peut qu'être d'accord par rapport à ça. Oui, non, mais c'est clair, hein. Non, non, mais Mm. franchement, de toute manière, voilà, on le sait, sur ça, il a quand même cette capacité à prendre un certain recul, et à analyser la saison dans toute sa globalité, et pas être dans cette culture de l'instant, justement, qu'on demande à un président, hein. Moi, je le répète, franchement, c'est une chance de l'avoir, hein, Longoria, je trouve. Enfin, profitons-en, honnêtement, Mm. parce que le jour où on récupère à nouveau des Labrunes ou des je sais pas quoi, ça va couiner Ah oui. fort, hein, je vous le dis, hein. Ouais. Ça va On couiner n'a plus très très l'habitude, là. fort, hein. Et même, je trouve, dans la conférence, j'ai bien apprécié qu'il a reconnu avoir commis des erreurs.
Et il le reconnaît sans problème. On va en parler. Ouais. Bah, vas-y, je te laisse alors, pardon. Il a été interrogé après sur la stabilité des coachs. On en a parlé. Bon, pour lui, déjà, il rappelle en fait la hiérarchie de ce que doit être le club. C'est-à-dire, on parle d'abord dans le premier étage, c'est le club. Ensuite, c'est l'entraîneur. Ensuite, c'est les joueurs. Donc ça, il le répète plusieurs fois, que chacun a son rôle et qu'on ne peut pas inverser, par exemple, les joueurs qui passeraient devant l'entraîneur. Alors pour lui, l'instabilité, c'est important, mais c'est pas non plus une règle. Voilà, clairement, il nous l'a dit. J'ai pas l'impression que ça le dérange plus que ça quand il change de coach chaque année, tant que l'idée globale reste la même. Voilà. Et il pense qu'avec plusieurs coachs, il peut malgré tout avoir un fil, une conduite qui va garder dans l'état d'esprit, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, pour lui, c'est la stabilité d'un coach, c'est pas forcément le problème numéro 1. En tout cas. Ouais. Bon, on l'avait compris. C'est bien parce qu'il a une bonne vision du club, du coup. Il sait que l'OM, c'est très difficile, très usant psychologiquement. Historiquement, il y a peu de coachs qui font 2 bonnes saisons à l'OM. C'est bien. Il est au courant de ça, il peut s'adapter rapidement, c'est bien. Après, il a été interrogé sur Alexis Sanchez. Ouais. Gros dossier. Donc, il a dit que c'était un exemplarité, leader, qu'il y a des discussions autour d'une prolongation. Il a rappelé que c'était un joueur de niveau international. Que la concurrence, malgré tout, de l'Arabie Saoudite était un problème. Enfin, c'était problématique. Voilà. Donc, il reconnaît quand même qu'il y a une approche de l'Arabie Saoudite. Ça pouvait être problématique. Et que pour par rapport à pour Sanchez. Pour Sanchez. et que par rapport à Sanchez, il y a quand même une obligation de lui offrir une augmentation de salaire par rapport à ce qui était prévu de base. Voilà, parce que ce qui était prévu, ce que j'ai compris, c'est qu'il touche le même salaire que cette saison. Et que pour lui, pour Longoria, c'était un manque de respect de proposer le même salaire à Sanchez par rapport à la saison qu'il venait de faire. Voilà. D'accord. Donc ça négocie. Et puis à voir jusqu'où ça négociera. Il a été relancé plusieurs fois de savoir est-ce qu'il était confiant. Il n'a pas répondu. Donc c'est un dossier chaud, je pense. Oui. Ok. Un autre dossier chaud, c'est le dossier du prochain coach. Là aussi, il a été interrogé. Donc il a dit qu'il avait des contacts déjà avec évidemment des coachs, qui devra respecter, encore une fois, la hiérarchie du club. Continuité avec les valeurs. Il a cité travail, rigueur, exigence et discipline. Un style de jeu qui doit plaire au public. Jouer d'une façon qui fera du vélodrome une force. Ouais. Donc, il a parlé de transition rapide, de jeu offensif, stop à la possession stérile et surtout stop au marquage individuel tout terrain. Ouais. Voilà, il ne veut plus de marquage individuel tout terrain que pouvait mettre en place Tudor. Donc ça, pour lui, c'est plus possible. Il y a une grosse évolution là-dedans. Ouais, il y a une belle évolution. Il a insisté sur le fait de trouver un coach vite, car le barrage, c'est l'objectif numéro 1 de la saison prochaine. Mais pas non plus de précipitation. C'est un plus si le coach parle français. Et surtout, il n'acceptera plus qu'un coach ne parle pas français à la fin de la saison. Ce qui était le cas de Sampaoli et de Tudor. Là, il n'acceptera plus que s'il prend un étranger, l'étranger devra obligatoirement apprendre le français pour qu'à la fin de la saison, il puisse parler tout simplement en français. Voilà. J'ai adoré ça. Franchement, qu'il dise ça, c'est vraiment masterclass, quoi. Parce que, voilà, on le met à l'écran. Quand je suis arrivé en Italie, en 3 mois, je parlais italien. C'est du respect. Eh ben voilà, tout est dit. Ça. C'est normal. C'est normal, tu t'intègres. Je suis désolé, à l'OM, on n'est pas obligé de tous parler espagnol ou tous parler, je sais pas, italien. À un moment, voilà, quand tu arrives en conférence, quand tu sais pas baragouiner un seul mot de français, c'est que vraiment, tu donnes l'impression d'un mec qui se calfeutre chez lui tout le temps, quoi. Hein, c'est pas possible. Hein, donc, c'est un peu le cas. Oui, puisqu'il paraît qu'il a dormi à la commanderie toute l'année, tu dors. Mais ouais, c'est ça. Masterclass sur ça pour moi. Hein. Tu as raison, Julien. Profitons de ce monsieur qui soit vraiment encore à l'OM le plus longtemps possible, parce que voilà, c'est quelqu'un. Outre ce côté mercato, qu'il arrive à nous trouver des pépites, des joueurs, enfin voilà tout ça, c'est quelqu'un qui connaît le foot. Et tout son argumentaire sur la philosophie de jeu et compagnie, voilà, c'est vrai, c'est un vrai connaisseur du foot. Et il faut savoir aussi le souligner. Le côté le foot moderne, c'est le physique à fond. Vous le partagez totalement? Moi, pas forcément quand même, mais je peux comprendre, hein, mais... C'est sa vision. C'est sa vision, voilà. Mais... En fait, c'est ce qui répond le plus au droit au but, hein, pour lui. C'est-à-dire qu'il faut... de ce que j'ai compris, c'est que pour lui, le jeu de position stérile, aujourd'hui, ça ne doit plus arriver à l'OM. Et d'ailleurs, il a dit, ce jeu de position stérile, on l'a encore eu trop cette année.
Voilà, il a notamment dit cette saison, Ouais, le par Vélodrome, moment, il a insisté. on a eu des possessions, des matchs de possession où on n'en faisait rien. Et lui, vraiment, il veut de la vitesse, des transitions rapides, que vraiment on arrête ces possessions et quitte à prendre plus de risques encore. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place. Par contre, fin du marquage individuel, ça pour lui, c'est limite un peu trop demandeur, trop exigeant. Et puis on a C'est pris ça. 22 buts à cause de ça. C'est vrai. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il a, pour lui, c'est ce qui a permis les bons résultats en première partie de saison, mais ce qui a aussi fait qu'on a vraiment eu plus de mal en deuxième partie de saison. Il a raison. Ensuite, il a été interrogé sur la formation. C'est un passage très intéressant et c'est peut-être Parfait. le passage le plus intéressant de la conférence. Alors, il dit que c'est très important car c'est un pilier d'identification du lien club-supporter. Et c'est surtout aussi un enjeu financier, car on doit avoir des joueurs du centre qui doivent venir compléter l'effectif professionnel. Il a mis surtout en avant 2 grosses problématiques avec la formation. Le premier, gros manque de rigueur et de discipline dans le centre. Il a dit 2 fois, c'était honteux, les problèmes de discipline et de rigueur dans le centre de formation. Et c'est un problème qui remonte depuis plusieurs années. Et le deuxième problème qu'il a mis en avant, sont les infrastructures. Qu'il a dit, les infrastructures ne sont pas au niveau. Les conditions actuelles de l'OM Campus sont horribles. Le développement des équipes B, U19 et féminines ne peut pas se faire normalement dans ces conditions. Incroyable. Donc c'est cash, c'est ouais. très très cash. Ah oui. Ça répond à beaucoup de personnes qui te disent mais pourquoi on voit pas plus que ça les jeunes. Il a notamment fini en disant, alors je l'ai pas mis dans les notes, mais il a notamment dit on a fait monter des jeunes aux entraînements cette saison. Je l'ai mis à l'écran. Il tenait pas plus de 40 minutes. C'est inacceptable, il a dit. C'est inacceptable. Ouais. Donc Et ça c'est te montre parfait. quand même le fossé qu'il y a entre les jeunes du centre de formation et chez nous, un fossé qu'il n'y a pas dans les autres clubs. Et c'est sans doute pour ça que aujourd'hui c'est très compliqué pour un jeune joueur de venir et d'avoir un vrai rôle en équipe première. Mais par contre, je pense qu'il est très sincère quand il le dit et ils vont essayer de modifier les choses. Ça prendra du temps. Un nouveau centre. Un nouveau centre d'entraînement. Donc Ouais. ça, c'est des trucs. Et on en verra les fruits dans une dizaine d'années. Hein. Oui, Faut bah pas oui, non pas plus. avant. Hein, pas Eh oui. avant. Mais c'est son rôle et c'est très important qu'il ait compris ça. Voilà. Ouais. Ah, moi, c'est le passage que j'ai peut-être le plus apprécié de la conférence, en fin de compte, hein, parce que je m'attendais pas à une telle transparence à ce niveau-là. Et de tels mots quoi employés, le fait d'insister sur la honte, c'est inacceptable, l'exemple des mecs qui tiennent pas 45 minutes, ça en dit long quand même sur l'exigence en France et plus particulièrement ici, hein. C'était la guinguette, hein, il faut le dire, et comme vous le dites dans les commentaires, c'est Yacine qui dit entre nous on n'a pas formé de gros talents depuis plusieurs décennies, mais c'est vrai, Ouais, mais si tu justement, regardes les 2 seuls qui sont sortis depuis 20 ans, c'est qui? C'est Camara et Nasri, oui. c'est Nasri, et encore, ils sont sortis grâce à leur talent, pas par rapport à leur exigence, hein, je pense, c'est vraiment des talents purs. C'était guinguette, eh ben allez hop, on ferme toutes les sections moins de 16, ça sert à rien, si ça c'est pas un choc, non franchement, très content moi de sa conférence, hein, franchement, très très content. Il a parlé de la vente des joueurs, il a été interrogé pourquoi l'OM n'arrivait pas à bien vendre ses joueurs. Alors, déjà, il ne comprend pas pourquoi c'est un sujet si important. Pour lui, la construction du club ne passe pas par là. Ça ne doit pas passer par les ventes, les grosses ventes. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à vendre très cher? Parce que pour lui, en fait, les salaires des joueurs de l'OM sont hauts. Et donc, faire une grosse vente implique au club qui va acheter de pouvoir proposer déjà un plus gros salaire qu'a le joueur. Et du coup, ça élimine quand même beaucoup de clubs. Il a notamment dit qu'il avait refusé déjà de grosses offres venues d'Angleterre, car ce n'était pas le bon moment de vendre. Alors j'ai vu Timbaland d'ailleurs en parler dans les commentaires, en disant qu'il se contredisait en disant ça, que c'est lui qui proposait les gros salaires. Je pense aussi que pour attirer des joueurs, style par exemple un Verretou, un Alex Sanchez, pour les attirer, tu es quand même obligé de proposer des gros salaires. Et c'est vrai que ces gros salaires, après, c'est compliqué de faire des grosses ventes. Donc voilà, mais pour lui, c'est pas un sujet. Alors j'étais, pour le coup, quand même surpris de sa réponse. Mais pour lui, dans ce que doit être la construction du club et le développement du club, ça ne doit pas forcément passer par des grosses ventes. Mais Le regarde, développement doit se faire autrement. on arrive à peu près à l'équilibre financier sans avoir fait de grosses ventes au final. Donc Parce qu'il y a des bonnes rentrées d'argent, tu hein. peux le comprendre, hein, tu peux le comprendre. Donc Ah. c'est Si un tu mets message, je trouve, très intéressant. Si tu te mets du point de vue de l'actionnaire, effectivement, oui, il te faut une grosse vente parce que tu veux récupérer un peu des billes. C'est normal. C'est normal. Il a aussi été interrogé sur les finances, globalement. Mm. Donc ça prend une bonne direction. Le résultat économique, pardon, à la fin de la saison est c'est le meilleur depuis de nombreuses années. Il a parlé du CVC. Très intéressant ce qu'il a dit sur le CVC.
Donc le CVC aide beaucoup, mais l'argent du CVC ne servira que pour la structure du club, et pas pour le budget du mercato. C'est ce que je disais, hein. L'objectif, c'est de rester stable à la saison 2024-2025 avec la nouvelle réforme de la Ligue des Champions et les droits télé qui iront avec. Donc on a quelqu'un qui a une vision très claire et la bonne, je pense. L'argent du CVC ne sert pas pour le mercato, ça sert vraiment pour la structure du club. Il a été interrogé, très intéressant aussi, sur les communiqués. Vous savez, les communiqués qu'il y a eu notamment après Lens. Il admet, et c'est, je trouve, remarquable de sa part, il admet avoir commis une erreur de ne pas avoir agi plus vite. En fait, il a attendu le point de rupture après le match de Lens, mais il assume parce que pour lui, c'était sa vision des choses. C'était sa vision des choses, il voulait pas forcément trop rentrer là-dedans. Ce qui l'a poussé à changer d'avis, c'est le manque de respect envers l'OM et de défendre les intérêts de l'institution. On l'avait dit. On l'avait dit, et il reconnaît que c'était une erreur de ne pas agir avant. Voilà, on l'avait dit qu'il aurait pu, par exemple, agir après le match de Monaco. Le match contre de Monaco, on aurait pu agir, et c'est vrai que voilà, il admet avoir fait une erreur par rapport à ça. Il a fait aussi un petit bilan des joueurs prêtés. Alors je vais le faire très rapidement. En gros, Amavi et Rola Conrad, ce sont des échecs. Milik, saison correcte. Touré, saison très positive. Il a acté la vente de Luis Suarez pour 8 millions d'euros suite au maintien de Almeria. Luis Enrique, il a dit que la dynamique était un peu plus positive maintenant, donc ça pouvait bien se passer pour lui. Et pour Pape Gueye, la saison est positive, mais il n'y a pas d'option d'achat dans le prêt de Pape Gueye. Et il n'y a pour le moment pas de négociation, mais il y aura une décision de prise avec Pape Gueye parce qu'il ne reste qu'un an de contrat et qu'il ne veut pas de joueurs avec un an de contrat dans son effectif. Voilà, il a clairement redit. Un des moments forts aussi de sa conférence de presse, c'est les incidents à Ajaccio. Il a dit que c'était pour lui l'un des moments les plus tristes de la saison. C'était un choc immense ce qui s'est passé. En plus, il était à la loge à côté, il a dit. Il s'est situé vraiment à la loge à côté de là où était la famille du petit Kenzo. Et il a eu cette phrase par rapport aux agresseurs de Kenzo. Il a dit ce sont des malades mentaux qui n'ont pas leur place dans la société. Voilà, c'est mot pour mot, hein. J'ai pas exagéré. Il a dit ça. Il a dit ce sont des malades mentaux qui n'ont pas leur place dans la société. Alors j'ai vu, on a Arcanul Minic aussi qui nous a mis un commentaire avant le live. Alors je sais pas si tu veux le lire, Julien, mais en gros qui parlait aussi un peu de ce qui s'est passé et de cette tendance un peu bizarre qui commence à venir au niveau des déplacements notamment. Je l'ai affiché tout à l'heure en début d'émission. Voilà, il avait dit qu'il serait pas là avec nous ce soir, je vais le mettre à l'écran, mais qui voulait nous laisser un message suite au déplacement à Ajaccio qu'il a fait. Il nous a dit aussi que c'était un des déplacements les plus tendus qu'il ait pu faire, mais aussi l'un des plus décevants. Ça a bastonné assez rapidement avec les Corses sans qu'il y ait trop de raisons, c'est ce qu'on a cru comprendre aussi, hein, de toute manière. Chant raciste, provocation de la part des Corses, ils ont agressé un petit. Il dit voilà, je pense que vous allez en parler. Par contre, j'ai été aussi assez déçu par nous-mêmes, et il faut le dire. Les supporters de l'OM, ils se sont comportés comme des ânes aussi là-bas, il faut le dire. Voilà. Après, il dit voilà, après le match, c'est pas responsable et correct ce qui s'est passé, et je me désolidarise totalement des actions de certains d'entre nous. Voilà, il dit j'ai fait beaucoup de déplacements dans ma vie, mais là ça part dans une très mauvaise direction. Il y a aussi ce côté-là aussi qu'il faudrait peut-être rappeler, c'est que depuis plusieurs déplacements, il y a quasiment à chaque fois des incidents avec l'OM. Donc il y a aussi le côté de partout en France, on veut se faire les Marseillais, ça on le sait que c'est une tendance un peu dans ce milieu-là, mais il y a aussi nous. Mais ça n'excuse pas tout. Voilà, ça n'excuse pas tout. Il y a aussi nous. Je prends l'exemple de plusieurs groupes de supporters qui montent plus nombreux que prévu depuis quelques matchs. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est la tendance depuis quelques déplacements. Ils montent beaucoup plus nombreux que prévu pour essayer de forcer le passage et pour dire, regardez, on peut rentrer plus nombreux que le quota qui nous a été autorisé. Mais au final, ça crée plus de tension qu'autre chose, et à chaque fois, c'est souvent à l'origine des débordements, comme à Clermont, par exemple. Donc, voilà. C'est dommage d'en arriver là. Et on risque pas de retrouver des déplacements réguliers avec ce genre d'événements qu'il y a eu à Ajaccio, ça c'est certain. Puis ça ternit toute cette image, tous ces efforts qui ont été faits tout au long de la saison. Le stade a été plein. Voilà, sur les 30 ou les vingtaines de matchs qu'il y a eu au stade. Il n'y a pas eu un débordement au Vélodrome. Au Vélodrome, il n'y a pas d'incident, mais à l'extérieur. Il n'y a pas d'incident, il ne faut pas oublier le match de Francfort. Putain, ouais, c'est vrai, pardon.
Celui-là, qui est un drame absolu. Hein, celui-là, ouais, c'est vrai qu'on a évité la catastrophe de très peu. Les seuls matchs qui posent souci, voilà, c'est les matchs de Coupe d'Europe. La saison dernière, c'était pareil avec les Turcs. Parce que Francfort, c'est inexcusable. Hein. Mais après, pourquoi les mecs aussi? Parce que ces matchs de coupe, c'est pas systématiquement des abonnés dans le virage. C'est des ânes à qui on a revendu les places et qui se retrouvent ici, alors qu'ils appartiennent à aucun groupe en particulier. Voilà. Bon, après, on va pas refaire le débat sur les supporters. Il y a des torts, on le sait. On peut dire je pense qu'au sein du club, il y a depuis 3-4 ans, une petite culture là, de la violence qui se développe. Parce que quand même, des clubs comme Feyenoord, quand ils venaient ici, il y avait des répondants, mais pas à ce point-là. Là, maintenant, il y a des mecs armés, des pierres, voilà, il y a des couteaux. C'est depuis 3-4 ans, c'est en termes de déplacement, la violence monte d'un cran. Thomas a parlé de la Coupe d'Europe, oui, mais parce que justement, il y a du répondant en face. Il y a des Allemands qui viennent en nombre. Et en face, nous, à l'OM, il commence à y avoir de plus en plus de répondants au niveau de la violence. Ouais, enfin, le mec qui balance un feu d'artifice. Ouais, non, mais je suis pas sûr que lui, mais je suis pas sûr que lui, ça soit un hooligan dans sa tête, c'est juste un débile, tu vois. Oui, mais il y a cette violence parce qu'il y a des déplacements. Mais si en France, il y avait des Ajaxiens qui venaient, des Stéphanois, il y aurait cette violence au Vélodrome. Mais là, il n'y a quasiment aucun déplacement au Vélodrome. Donc forcément, on n'en entend pas trop parler. Et à l'extérieur, à l'inverse, justement, quasiment. Là encore à Lille, la dernière fois, il y a eu des bastons devant le stade. Il y a une grosse problématique sur les déplacements de nos supporters. Et ça, c'est un vrai sujet. Et il ne faut pas penser que la faute, elle est que sur les autres. Voilà. Je pense qu'elle est aussi en grande partie sur nous. Et il va falloir prendre des vraies décisions. Je pense que les groupes de supporters ont une vraie part de responsabilité là-dedans. Ils vont devoir un peu assumer aussi par rapport à ça. Mais ça se ternit, cette image qu'on a à domicile de ferveur et compagnie. C'est regrettable, quoi, parce que là, on passe pour des violents, alors que bon, je pense que la majorité des clubs de supporters prennent pas la violence, mais à l'extérieur, c'est vraiment problématique, quoi. C'est eux, ils sont entre guillemets responsables de ça, donc il faut aussi un petit peu mettre de l'eau dans son vin.